personne au dépôt. Je me présente, ça va minutes. Philippe Noyau, dont je suis agriculteur dans le nord du département, en association avec mon épouse et mon frère. Et donc on est en production très diversifiée. Donc tout d'abord en grande culture, c'est le cœur de métier, mais on fait aussi beaucoup de semences. On produit des asperges vertes pour une coopérative, dont je suis le président délégué de cette coopérative. On va produire des noix. On a monté donc une filière. Au niveau de 22 agriculteurs, on a porté 160 hectares de noyers donc en 4 ans, avec l'aide de la région centre et du département et de l'État. Pour en fait faire de la diversification après, soit noix de couche, soit avec de l'herbe de l'huile, des noix pour aussi des cassons pour la pâtisserie ou pour les noix d'apéro, etc. On fait aussi personnellement des volailles en vente directe, donc 100% en vente directe. C'est l'atelier de mon épouse. Et aussi j'ai des ruches, donc on a 70 ruches, donc 40 en production, donc c'est en fait une production très diversifiée. Donc une partie en vente directe c'est le miel et les volailles, et tout le reste va en coopérative, où je suis très impliqué aussi dans la coopérative. Et l'objectif de l'exploitation, c'est la conservation des sols. Donc on est sur le monolabour, on est sur l'allongement de rotation pour essayer d'avoir un sol qu'on puisse le donner en bonne condition à nos descendants. Voilà. Travail de fond. C'est en lien aussi donc avec ce que j'ai dit. En premier lieu, je voulais remercier comme les intervenants précédents. Là, je vais parler de circuits courts, circuits de proximité, mais ces circuits-là n'existeront que s'il y a une valorisation industrielle de la production de la région centre. Et on manque de transformateurs et de transformation des produits de la région centre. Ça contribuera à faire de la plus-value de l'emploi et aussi de l'écologie, puisque moi, il y aura moins de transport, on transportera des produits raffinés et non des produits bruts que l'on exporte en ce moment. Ça, c'est en avant-première. Alors, j'ai une mission, vous pouvez passer la première diapo. Donc, tout à l'heure, Jean-Roch m'a parlé, donc il m'a mangé quelques diapos, Jean-Roch, mais c'est pas grave, ça va aller plus vite. Circuit court, circuit de proximité, la définition. Elle a été définie nationalement, mais on s'y retrouve. C'est circuit court maximum un intermédiaire entre le producteur et les consommateurs. Il n'y a pas de limite géographique. Donc là, il y a l'exemple des huîtres, mais les huîtres, on a produit pas en région centre, donc on est bien obligé des importer de l'océan pour venir chez nous, quoi. Mais on peut parler aussi du mouton néo-zélandais, qui peut être un circuit court. Si en fait il y a quelqu'un qui a une grande surface, j'accuse pas la grande surface, mais la grande surface importe directement des cuisseaux de Nouvelle-Zélande, c'est un circuit court, parce qu'après il n'y a qu'un intermédiaire en fait. Donc nous, au niveau de la Chambre d'agriculture, on défend les circuits de proximité. Alors, proximité, c'est qui vient de moins de 80 km, mais bon, on n'est pas à quelques kilomètres près, quelques dizaines de kilomètres près. Il n'y a pas de limite sur le nombre d'intermédiaires, et ça je vais en revenir tout à l'heure par rapport au nombre d'intermédiaires. Des fois, pour être efficace au niveau du CO2, on a besoin d'avoir plusieurs intermédiaires. Mais j'en parlerai tout à l'heure dans mon exposé. Alors, la deuxième diapo, les quelques chiffres, donc c'est les mêmes chiffres que Jean, donc on va passer sur les 12%. Juste sur les légumes quand même en région centre, donc 40% des exploitations qui produisent des fruits et légumes, donc, qui équivaut à 2200 exploitations, donc c'est quand même important, il y a quand même beaucoup d'exploitations en fruits et légumes qui vendent en direct. La main-d'œuvre, il y a plus de main-d'œuvre dans les exploitations, mais c'est normal, qui vendent en direct que les exploitations qui sont en circuit long, et ça c'est normal parce qu'il y a l'acte de vente qui prend du temps. Alors, les actions de la Chambre d'agriculture. On est impliqué depuis longtemps, vous connaissez les journées gastronomiques. Donc il y a longtemps qu'on était à l'origine, et la Chambre d'agriculture avec l'un de ses collaborateurs était à l'origine pour aider à la mise en place de ces journées gastronomiques. On a mis aussi en place des marchés. On est présent donc, dans plusieurs manifestations. On a été présent, alors maintenant à la Foire de Bois c'est un peu différent, mais on a été présent au moment du Tour de France par exemple. Et on a créé une association qui s'appelle Bienvenue à la ferme, que je reparlais tout à l'heure, en 1995. Donc on fête les 20 ans l'an prochain. On a travaillé avec les pays. Vous connaissez les pays, il y en a combien? On va rechercher ça? Oui. En fait, les enseignements.
avec les sociétés de proximité, on maintient les exploitations agricoles, on maintient un nombre d'exploitations agricoles. Mais, et j'en parlerai tout à l'heure, il y a besoin de structurer ces filières. Quelqu'un qui va en direct, il a besoin d'être un peu entouré. S'il va en direct, qu'il est perdu en milieu de la nature, ça ne marchera pas. On a besoin donc de marcher pour essayer d'aller vers le client. Et aussi, on a besoin d'être efficace par rapport à notre temps passé. C'est-à-dire que si un agriculteur qui fait la production, la transformation et la vente, il passe beaucoup de temps, il n'est pas beaucoup autour de sa famille, parce qu'il est très pris. Donc on a besoin, ça c'est l'objectif de la Chambre d'agriculture, et vous verrez il y a quelques exemples après, c'est de regrouper l'offre pour après pour pouvoir alimenter, on verra, la restauration collective et pour aller vers le citoyen. Alors la structure, donc les filières biologiques et sécurité, on n'est pas que biologique, hein, on est bien de développer les deux, sachant que on a besoin aussi d'aller vers du raisonné, alors c'est le grand mot à la mode, le durable, etc. Enfin bon, on a besoin d'aller vers moins de consommation de produits extérieurs, de phyto, etc. Alors la restauration collective c'est très compliqué, on a travaillé, donc tout à l'heure vous avez parlé du PNA, du Plan National Alimentaire, on a travaillé sur le Grand Mois il y a quelques années, et en fait au final on a bloqué bien sur la logistique. Donc là on repart avec le conseil régional en ce moment sur l'idée en campagne, donc c'est une formule qui aide à développer. Donc avec un grain fermier artisanal qui a été construit, on en parlait quelques mots tout à l'heure, qui a été construit il y a donc 2 ans, et maintenant on repart avec l'idée dans le monde au mois d'essayer que ce soit une plateforme en fait. Les producteurs, en même temps d'amener au drive, pourraient amener aussi pour alimenter après la restauration collective derrière. Il y a toute une ingénierie, c'est hyper compliqué, et on peut être aussi beaucoup plus producteur de CO2. Si on est mal organisé, on va produire beaucoup plus de CO2 que le mouton néo-zélandais qui lui viendra direct. Il faut faire attention à ça, et on est... Enfin, c'est le deuxième motif. On fait quelques actions pour mettre en lien, enfin ça c'est avec la Chambre de métier et la CCI, on travaille ensemble pour mettre en lien le producteur avec le transformateur, avec l'artisan, avec l'industriel. Donc on appelle ça des business meetings, enfin bon, des forums de rencontres, ça fait 4 années de suite qu'on fait ces forums, il se passe des choses, et on pensait qu'au début il y allait y avoir des petites tensions, parce qu'il y a des agriculteurs qui font aussi de la vente de caissettes de viande par exemple, mais on a aussi des bouchers qui ont aussi leur ferme avec un élevage dessus. Donc en fait on s'est entendu et on s'est écouté, on a discuté ensemble, en fait il se passe plein de choses depuis. Il y a des agriculteurs, il y a par exemple sur le mouton, maintenant, j'en parle autour du mouton, mais il y a maintenant des bouchers qui prennent du mouton local et ça se passe bien. Il y a un abattoir, bon il n'y en a plus qu'un, mais bon, enfin il y en a un gars balancé, mais il y a surtout le Vendôme. Bon, il y a l'éloignement d'abattoir, mais bon, ça se passe bien quand même. Alors, on a travaillé beaucoup avec les collectivités du Blésois, avec l'aglo, avec une marque qui s'appelle Production Locale. C'est pas une marque, c'est un signe. Donc, sur les marchés de l'aglo, il a fait une pancarte qui s'appelle Consommer local. Et là, donc, c'est un affichage qui marche bien. Ça fait celui qui a ce bandeau, mais il y a quand même un cahier des charges derrière, c'est que ce soit quand même un local. Ça différencie les personnes qui viennent d'une grande partie de la France et qui sont des revendeurs. Et là, quand on a passé cette affiche-là, on a affaire à quelqu'un qui produit et qui vend. Alors, l'accompagnement des collectivités, bon, je ne vais pas y revenir, on en a parlé tout à l'heure. On souhaite le développer et on souhaite travailler donc, avec le conseil régional, mais pas que, avec aussi le conseil départemental. Il y a aussi avec les collectivités locales, parce que je prends l'exemple d'une vache, d'un bœuf, il y a l'équilibre matière qu'on appelle, c'est qu'on ne peut pas manger du steak. Donc il y a besoin que en fait, tout le monde s'entende pour arriver à faire des semaines où il y en a un qui mangera du steak, l'autre semaine qui mangera la partie à bouillir, qui mangera les steaks. On a besoin d'équilibrer tout ça, donc il y a besoin que toutes les collectivités s'entendent pour arriver à consommer toute la vache localement. Et ça, il y a besoin de travailler avec les cuisiniers, il y a vraiment un travail de fond. Il n'y a pas de raison, il y a beaucoup de cuisiniers qui sont dans les restaurations
collectifs qui ont quand même la fibre et qui ont envie de travailler sur cet équilibre-là. Donc on a accompagné d'autres projets, je vais passer dessus. J'ai passé sur le balado de vague des Pléniennes et la ferme. Donc c'est une initiative des chambres de métier et des chambres d'agriculture. On a dit, pour essayer d'optimiser le temps, ce serait intéressant, donc, parce que le mode de commercialisation par Internet évolue et se démocratise. De plus en plus de gens qui pensent à y aller par des supermarchés, et donc on a pensé que nous aussi, on pouvait communiquer et vendre par Internet aussi. Donc on a dit, on a mis un an à mûrir ce projet-là, on a monté une association, et là, il y a qu'en France, quand le Loir-et-Cher, ça existe pour le niveau de la France, on a associé les artisans et les agriculteurs. Donc c'était à l'image de nos forums, on a dit pourquoi pas travailler ensemble maintenant pour vendre ensemble. Donc on a mis en place, il y a 1 an et demi maintenant que c'est en place sur Loire, Vendôme depuis 6 mois, et la Motte de Bron, donc qui va être ouvert le fin novembre. Dans le souci donc de passer beaucoup moins de temps, donc on livre un jour certain, donc sur l'OA c'est le vendredi, on livre le vendredi matin et le consommateur vient chercher sa commande devant l'électronique, à condition qu'il ait commandé avant le mercredi 22h. Donc c'est quand même une démarche un peu compliquée. Bon, on a bien démarré, c'est un peu plus compliqué maintenant, parce que maintenant il faut être un peu plus près de notre citoyen. Il y a beaucoup de clients, mais ils viennent peu souvent, il faut savoir pourquoi. Donc là encore avec la région centre, on a monté par rapport au système ardent. Donc c'est un financement du poste à 55%. Donc là on a un printemps qui arrive dans 15 jours pour essayer de développer, récupérer le consommateur sans trop l'assommer, mais être plus régulièrement avec lui, peut-être l'écouter plus, appeler, peut-être aussi, on a envie de démarcher au niveau des CE, d'essayer de faire connaître un peu plus notre outil. Peut-être écouter notre client, savoir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi il ne revient pas. On sait qu'il y a fatigue aussi, on sait que c'est complexe parce que voilà, c'est pas comme au supermarché, on commande pas et puis on n'a pas ça 2 heures après parce qu'on peut pas, parce que c'est quand même nous les fournisseurs qui tenons aussi, donc c'est du temps en plus quand même, c'est nous qui tenons la permanence. Alors quand il y a beaucoup de clients c'est intéressant, mais quand on n'a que 10 ou 20 clients comme sur Vendôme, le temps on le voit passer et on voit peu de personnes. Bien la ferme. Donc ça c'est une marque qui appartient aux chambres depuis plus de 20 ans. On le recherche, donc elle est bien développée. Donc là il y a 60 adhérents, on fait beaucoup d'actions, on fait un marché de Noël, on fait des portes ouvertes où on reçoit, alors c'est le Loir-et-Cher qui reçoit le plus, on reçoit plus de 12 000 personnes en une seule journée. Donc ça veut dire ça. Les gens sont intéressés par la production, par notre mode de fonctionnement. Je passe, et après je passe pour les questions. J'en ai fini pour mon exposé. Maintenant, moi je vous pose des questions, mais je ne sais pas si peut-être mon collègue peut intervenir. Bon, d'accord. Parce que moi, mes questions, c'est. Alors, je vous ai fait un exposé sur comment on fait, comment on voit les choses. Mais maintenant, mes questions, c'est votre vision par rapport au circuit court, circuit proximité, les deux définitions. Et qu'est-ce que vous attendez de nous? Nous, on est prêt à faire des efforts, on est prêt à évaluer, on est prêt à faire différemment, mais qu'est-ce que vous attendez de nous? Donc ça, c'est la question la plus importante. Alors, s'il y en a qui veulent débattre sur ce sujet, je suis prêt à écouter vos réflexions et vos enseignements, et que nous, au niveau qu'on s'organise plus, mieux au niveau de l'agriculture, pour être plus à votre écoute et apporter ce que vous avez besoin et ce que vos souhaits. Voilà, merci de votre attention. Des questions bien après. Bon, Jean Brisset, que je suis retraité de l'agriculture, j'étais agriculteur pendant ma vie, évidemment, jusqu'à il y a 12 ans, depuis que je suis à la retraite. J'ai été responsable dans le monde agricole, tant au plan coopératif qu'au plan développement. Je fais partie du CIVAM, j'ai vu naître les CIVAM. Alors CIVAM, qu'est-ce que ça veut dire? Au départ, Centre d'information et de vulgarisation agricole et ménager, dont le grand maître est ici présent, M. Colin lui-même. Juste après la guerre, dans les années 60, sont nés les CIVAM. Ces CIVAM sont devenus dans les années 80 des centres d'information et de valorisation de l'agriculture et du milieu rural, c'est-à-dire qu'on s'est écarté un petit peu
de notre monde purement agricole et on s'est ouvert au monde rural, au monde agriculteur. Tant au niveau de l'information, etc. Notre but était le même que n'importe quel groupe de développement, c'était nourrir la France, au sortie de la guerre, donc les 30 Glorieuses, je suis le fruit entier des 30 Glorieuses, et nous y sommes très bien parvenus. Mais il me semble que maintenant la machine s'est un peu emballée, c'est-à-dire vous avez cette grosse poulie qui pèse 2,5 tonnes, qui tourne à très grande vitesse. Et puis d'un seul coup, vous avez envie de changer de vitesse et il n'arrive pas à s'arrêter. La chimie nous domine, le monde moderne nous domine dans le pensant, puisqu'on travaille beaucoup de moins en moins. Nous sommes de moins en moins d'agriculteurs, mais ça se traduit aussi par beaucoup plus de chômeurs. Ça, c'est une chose très importante. Nos campagnes se développent. Et après ce qu'on a entendu ce matin, l'industrie se porte bien, c'est vrai. Elle a quand même du mal à embaucher alors qu'on a plein de chômeurs. Nous, l'agriculture, on voudrait assainir nos produits, avoir des produits qui sont moins traités, etc. Mais j'ai l'impression que la société oublie que pour éviter les traitements, il faut utiliser d'autres moyens, souvent les bras. Et aujourd'hui, nos jeunes ne savent plus se servir de leurs bras. On ne leur apprend plus à se servir de leurs bras. L'alimentation, est-ce qu'on a parlé de la qualité de l'alimentation ce matin? Non. Sauf Roche-Bayard. M. Roche-Bayard a évoqué le sujet. Et je le remercie parce que c'est vraiment la partie qui nous intéresse le plus. Comment va-t-on alimenter nos gens demain? La quantité, oui, mais la qualité, aujourd'hui, je sors du sujet. Volkswagen, vous avez compris. Les chevaux roumains, vous avez compris. Dans la charcuterie, dans la viande. Les biscuits, moi lorsque je vois un vin d'honneur, un peu n'importe où, accompagné de petits gâteaux, je prends des petits gâteaux, j'ai des brûlures d'estomac. Je mange des biscuits Saint-Michel, j'ai pas de brûlures d'estomac. Vous avez une diarrhée? Aujourd'hui on vous dit, mais achetez donc Activa, je sais pas quoi là. Moi je vais acheter 4 ou 5 yaourts à base de lait complet, du lait entier. En 2 jours c'est passé. J'ai pas besoin d'aller chez le médecin, j'ai pas besoin voilà. Le vin, il y a des bons vins, c'est vrai. Il y a des vins qui me font écouler le soleil, d'autres pas. Pourquoi? Voilà. Donc les circuits courts, nous, c'est aussi rare à avancer. Je pense que c'est une préoccupation importante actuellement. On a beaucoup de mal parce qu'on est dans des secteurs, le secteur de Valençay, le nord de l'Inde va être un secteur qui n'est pas très peuplé. Les paniers AMAP, bio ou pas bio, c'est bien, mais allez-vous emporter les AMAP au cœur de Paris, au cœur de Blois, au cœur de... C'est déjà très compliqué. La viande, on a des éleveurs de porc, notamment, ou bovins qui se sont mis à vendre en direct. Donc, il y a l'abattoir de Valençay qui tourne superment bien, à plein pot. Sauf qu'il faut vendre tout dans un cochon, il faut vendre tout dans un bœuf. Comment fait-on pour les grands morceaux? Alors il faut créer des commis, etc. Ce que l'abattoir n'a pas, parce qu'il n'a pas encore installé son atelier de découpe, qui va, semble-t-il, venir bientôt. Alors on emmène des vaches à abattre quelque part en Maine-et-Loire, en Anjou, qui nous les renvoie en colis. Alors le circuit court, il est où? Alors c'est plein de choses comme ça. On a fait une étude avec les cantines scolaires. Alors, on travaille avec les cantines scolaires, mais les mères n'ont pas envie de s'embêter. Donc dans les écoles où il y a 35-40 gamins, souvent plutôt 15-20 maintenant, une cantinière, ça coûte, et voilà. Et puis après, il faut approvisionner. On a besoin de sel, de poivre, de machin,
pour accompagner, il y a quelques légumes ou des morceaux de viande qu'on doit préparer. Donc on s'adresse forcément aux traiteurs et les cantines qui essaient de subsister ont du mal à subsister. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus aussi? Le problème aussi, c'est que lorsque moi j'allais à l'école, on fournissait nos légumes, nos volailles, nos morceaux de viande, la cochonnaille, les boudins du jour, etc. à la cantine sans problème. J'ai jamais vu, je n'ai pas souvenir qu'on ait eu des séries de malades à cause de ça. Nos enfants étaient à l'école plus récemment, c'était la même chose. Bon, j'étais maire pendant un certain nombre d'années de ma commune. Monsieur le maire, la planche est découpée, là, elle est en bois, il faut supprimer ça, hein, il faut mettre en plastique. 2 ans après, la planche en plastique n'était pas bonne, n'était plus bonne, parce que c'était un plastique qui s'envahissait, etc. Mais il faut la planche à bois, etc., etc. Une collectivité locale qui veut alimenter sa commune, sa cantine avec des produits fermiers, il faut passer un marché. Alors forcément, s'il passe un marché, c'est au plus offrant. Les plus offrants, c'est jamais le producteur local qui gagne, c'est toujours le traiteur qui se trouve à 30, 40, 50 km au-delà. C'est la même chose pour une maison de retraite, c'est la même chose pour les écoles, les lycées, etc. Il y a un travail qui a été fait par l'université, la faculté de Châteauroux, à partir d'un lycée, où ils ont comptabilisé ce que les enfants mangeaient, ce qu'ils gaspillaient, etc. 15% de pertes d'alimentation qui allait à la poubelle. Les circuits, c'est pour dire que aussi ça fait partie de. On va manquer d'aliments, mais il faut peut-être économiser aussi sur ce que l'on mange, ne pas jeter. Un circuit a été, de producteurs locaux a été organisé pour le Châteauroux pour essayer d'alimenter plusieurs écoles, notamment des Rêves, notamment certains lycées de technique de Châteauroux. Et ça fonctionne qu'à un quart, ça fonctionne à condition que les éleveurs se répartissent pratiquement sur tout le département, mais pas de concentration suffisante à proximité des villes pour pouvoir fournir les écoles. Et il faut qu'ils s'organisent entre eux pour ne pas venir chacun avec sa voiture parce qu'on a des légumes, ne pas venir chacun parce qu'on fait la viande, etc. D'essayer de se regrouper pour alimenter régulièrement ces écoles. Une petite anecdote en parlant de gaspillage, l'école de Déol qui a fait une expérience pour le gaspillage. Vous savez que dans une cantine, on mange par tablée de 6-8. Et il suffit que celui qui est assis au bout, celui qui a la voix un peu plus forte que les autres, disent ça c'est pas bon, hein, c'est dégueulasse, hein, c'est pas bon. Hein. Toute la table n'en mange pas. Alors ils ont fait une petite expérience, une cantinière qui a tenté ça, tout simplement en faisant goûter, donc une cuillère à soupe, une fourchette, le plat qui allait être servi, faire goûter à chacun des enfants autour de la table. Et ça coupait l'arbre du pied du monsieur qui avait toujours la mauvaise parole pour les empêcher de décider que tout le monde mangeait normal. Et ça c'est une action qui fait partie de ce qu'on. Les enfants, on parlait qu'ils manquaient déjà d'ici, effectivement, c'est bien par là qu'il faut commencer. Et à ce sujet-là, notre festival actuellement a mis en place des jardins découverts dans les communes s'adressant aux enfants. Ces jardins seront suivis par les enfants de façon régulière, avec l'appui de jardiniers qui travaillent dans une IME avancée, qui sont spécialisés là-dessus. Voilà. Donc, à mon avis, c'est bien par là qu'il faut commencer, par les enfants, pour leur montrer ce que c'est qu'une alimentation saine. Nous avons, nous aussi, pas bienvenue à la ferme, nous ne sommes pas concurrents, je ne pense pas. De ferme en ferme, je vous en ai parlé. Oui, c'est une semaine d'écart parce qu'on est à haut niveau. Là, c'est une histoire de siège, hein, je suis d'accord avec le siège. C'est des endroits où on décide d'en haut et il ne se passe pas grand-chose en bas. Où il se passe des choses tout à fait contraires.
Et là, on n'a pas été capable de se mettre ensemble pour, d'une part, regrouper le même jour et de faire en faire une bienvenue à faire. Alors, les différences qu'il y a, il n'y a pas tant de différence, elles sont sur des producteurs locaux des deux côtés. Hein, simplement que nous, les syllabes, on a peut-être plus que le syndicalisme, je dirais, actuel, majoritaire. C'est pas une sorte de syndicat. Dans notre syllabe, on a des syndicats de tous bords. Hein, on n'a pas d'étiquette particulière. Oui, voilà, c'est pareil. En disant qu'on va plus expliquer aux gens, on va passer plus de temps avec les gens, et ça dure sur 2 jours en plus, voilà, c'est la différence qu'il y a. Et ça s'ouvre aussi, je crois que vous faites aussi aux artisans, l'artisanat local. Qu'est-ce que c'est? Bon, je crois qu'on a fait le plein tour, hein. Je pense qu'il faudrait bien qu'on fasse échange, ça serait peut-être plus. Voilà. Je m'excuse, je n'ai pas préparé, j'ai été opéré et je me suis encore fait antibiotique et j'ai du mal à me concentrer. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Pierre-Bernard Merlet et j'ai la chance d'animer un pôle d'innovation alimentaire qui s'appelle Food Val de Loire, qui est parti d'une feuille blanche en 2010-2011, de la volonté commune de 2 individus, de 2 élus, d'une part Jean Hérault, maire et président de la communauté commune à l'époque du Pont 3, et Alain Courtois, le président de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie du Loir-et-Cher à l'époque, et puis un petit groupe d'entreprises qui rapidement étaient autour de la table, dont Saint-Michel, dont d'autres entreprises locales, des gens comme CF Orval à Fresnes, les Pépinards Marionnet à Soins-en-Sologne, la coopérative à Céréales. Et donc vous verrez par la suite un petit peu le chemin parcouru. En préambule, je tenais juste à remercier les organisateurs pour le choix du thème, parce que c'est vrai que l'alimentation, on mange tous les jours, au moins 3 fois par jour, un peu plus si on est gourmand. On a tendance à faire ça machinalement, sans trop réfléchir à pourquoi on mange, qu'est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on fait ses courses, alors que c'est un acte du quotidien, mais qui est très lourd de sens, de conséquences, et qui est en mutation. Et puis le deuxième préambule, c'est que je me fais le porte-voix d'Alain Courtois, qui devait être là ce matin avec vous pour parler de Food Val de Loire, et qui vous présente ses excuses pour pas être là. Voilà. Moi j'ai structuré mon intervention en 3. D'abord, la question que vous me posiez, que mangerons-nous demain, on va essayer d'y répondre, et pour dire que c'est une préoccupation partagée par le pôle Food Val de Loire. C'est peut-être aussi ce pourquoi j'interviens à la fin, c'est que je parlerai de quelques tendances qui pourront, de tendances dans l'alimentation, qui pourront inspirer des réflexions ou des commentaires, mais je vais quand même en préambule commencer par dire quelques mots sur Food Val de Loire. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert, et je sais que Jean Hérault, lorsque je suis arrivé sur ce projet, me disait bon, Food Val de Loire c'est bien, mais pour les habitants du coin c'est un gros machin, et il ne savait pas trop ce qu'il y avait derrière, donc je vais essayer de vous le décrire. Voilà, Food Val de Loire, c'est la volonté de dynamiser la filière alimentaire régionale, je veux dire par l'innovation. C'est quelque chose qui peut se faire avec les entreprises en place. C'est pour ça que tout en haut, on parle d'un cluster d'entreprises, c'est un collectif d'entreprises. Il y a la volonté de pouvoir favoriser aussi le fait de régénérer le tissu d'entreprises de la région, donc d'être à même d'accompagner l'arrivée de nouvelles entreprises, voire de susciter l'arrivée de nouvelles entreprises. Donc c'est des choses qui ont du sens parce que ça a été dit jusqu'à maintenant, il y a des maillons manquants dans les filières alimentaires et il y a des potentiels de valorisation agricole qui aujourd'hui mériteraient à être transformés ici. Et puis surtout, c'est le rôle de l'incubateur en bas, c'est la volonté de régénérer le tissu d'entreprise alimentaire régionale. Depuis ici, c'est pas de faire du hors-sol, de faire venir des activités d'ailleurs, mais de favoriser l'émergence de nouvelles activités, de nouvelles entreprises, de nouveaux aliments depuis ce territoire.
pour nourrir ces différents profils d'entreprise, il y a une cellule de veille qui a été mise en place pour apporter de l'info à l'ensemble de ces entreprises. Donc ça, je dirais, c'est le dispositif actuel. Il reste une cinquième roue à ce dispositif, c'est la volonté pas de faire venir, mais de faire émerger à Contre une sorte de centre technique au service de l'innovation alimentaire, dont on pourra parler avec certains, et des outils voilà, pour permettre soit le prototypage, soit la fabrication de petites séries de produits alimentaires au service aussi bien de producteurs agricoles, d'artisans que de PME, ou dans le cas de démonstrateurs industriels, de permettre à de nouveaux procédés alimentaires d'être mis en test par des équipementiers et par des industriels. Alors ça, c'est rapidement pour dire que quand on parle d'incubateur, on entend souvent parler du terme incubateur dans le monde du numérique, où on met dans un grand bâtiment beaucoup de start-up qui imaginent des nouveaux programmes, des nouveaux services en ligne. Nous, on a conservé ce concept, mais on l'a adapté à l'alimentaire. Donc c'est avant tout un dispositif d'accompagnement de ces jeunes entreprises ou de ces porteurs de projets. Mais c'est aussi un local, donc c'est un bâtiment qui est face au siège de la communauté de communes, où il y a des espaces collectifs, des salles de réunion, des lieux d'échange. Il y a aussi des locaux qui sont mis à disposition de ces jeunes entreprises, des locaux tertiaires, mais aussi des locaux d'activité, des locaux de production alimentaire qui permettent pour ces entreprises de passer un premier cap, une première étape et d'aller au bout de leur idée en confrontant réellement leurs produits au marché. Donc là, il y a quelques exemples. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets où on est associé, mais de façon très minoritaire, où on nous sollicite, c'est un peu la claque, on nous appelle pour une question, un problème, une mise en relation. Au-delà de ça, il y a une dizaine de projets de nouveaux produits alimentaires ou de nouvelles entreprises dans lesquelles on est fortement impliqué. La première qui a été connue localement, là, s'appelle Comme des papas, donc des gens qui sont dans l'alimentation infantile. Le constat qu'aujourd'hui, l'alimentation pour les bébés, c'est des multinationales qui sont derrière, Nestlé, Danone, c'est des produits industriels, des produits non fabriqués à grande échelle, des produits conventionnels, et c'est vendu en circuit classique, en distribution. Eux sont partis vraiment à l'opposé, donc avec une production artisanale. Leur laboratoire fait 200 m², des produits uniquement biologiques. Et en termes de procédés, ils sont passés d'une stérilisation, c'est-à-dire quelque chose qui est cuit fort et longtemps, qui bouillit, à une pasteurisation, qui est donc une cuisson moins forte et moins longue, qui permet de garder des qualités nutritionnelles, mais aussi organoleptiques plus importantes au produit. Avec la contrepartie de cet avantage, c'est qu'ils ont un produit qui est à conserver au frais pendant au début 20 jours, maintenant bientôt 60 jours, et non pas à température blanche pendant 3 ans. Une jeune entreprise qui a maintenant un peu plus d'1 an. Une entreprise qui s'appelle TerraCeres qui va s'implanter justement dans les locaux de l'incubateur. Les travaux vont être finis d'ici quelques jours maintenant, qui font de la boulangerie, de la pâtisserie biologique et sans gluten, sans lactose. Un clin d'œil sur je regarde, oui, pour faire des bons pains, des bons gâteaux, il faut du bon beurre, de la bonne farine, des bons œufs. Donc, là, c'est pas l'idée de faire sans et donc de faire avec du chimique, mais c'est de choisir d'autres farines. Alors, il y a des farines exotiques, il y a des farines de riz, il y a des farines de souchet, mais il y a aussi des farines de chanvre, donc d'autres matières qui peuvent être locales et qui méritent d'être valorisées, d'être transformées en alimentaire. Et puis un troisième exemple, la N-Bread Process, c'est une entreprise qui n'est pas là pour proposer des produits alimentaires, mais pour proposer un nouveau procédé alimentaire. Leur concept, c'est de remplacer le pain
par un aliment qui a, vous voyez, qui a l'apparence, qui a la consistance du pain, mais qui est juste un changement de consistance d'une matière, donc là on voit une framboise, un petit pois, mais ça pourrait être un pot-au-feu. Sa grande question, c'est comment on pourrait manger un pot-au-feu d'une main en travaillant ou en téléphonant de l'autre sans se tâcher. Et bien il fait une sorte de pain pot-au-feu ou un pain de framboise qui n'a que l'ingrédient de base à l'intérieur, sans adjuvant particulier. Donc voilà, c'est une machine brevetée qui est en train de commercialiser. Bon, voilà, la zone d'activité de Contres, au centre, la région centre a été choisie un peu comme épicentre de ce dispositif, et on l'espère, elle sera appelée à grandir. En termes de veille, il y a des productions collectives, mais il y a aussi des prestations plus individuelles pour les entreprises, et donc pour les PME, c'est un moyen de savoir ce qui se fait ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres régions, dans les universités, dans les centres de recherche, de leur apporter ces informations. Mais depuis peu, il y a aussi une présence en ligne avec des dispositifs de diffusion publique, donc des comptes Twitter ou une plateforme qui s'appelle Scoopy, qui est une sorte de revue de presse en ligne, où voilà, on n'a aucun de nous le temps de lire tous les journaux ou de lire tous les médias spécialisés. Donc là, il y a une ligne éditoriale autour des nouvelles cultures de l'alimentaire, où on essaie de rassembler un certain nombre d'informations. Donc comme c'est public, j'engage chacun à aller voir ça de plus près. Voilà, ça peut être des exemples, quand je parle de revue de presse, de revue de veille, ça peut être des lancements de nouveaux produits sur une thématique donnée, ça peut être des choses beaucoup plus dans l'anticipation. On a fait une rencontre sur le design sensoriel, donc on s'aperçoit que dans un certain nombre d'universités, on travaille sur des applications qui permettront des applications numériques, qui permettront de respirer la carte d'un restaurant à distance. Donc là, c'est des choses qui n'arrivent pas sur le marché avant peut-être des années ou des dizaines d'années. Mais voilà, c'était une illustration aussi de thématiques dont on peut parler. Et ça, c'est le genre de travaux qu'on peut faire pour les entreprises qui me disent qui est à même de m'aider pour trouver telle ou telle machine, tel ou tel savoir-faire. Et bien, on cherche pour elles et puis on partage ces informations. L'idée, c'est de leur permettre d'avancer. Au-delà de l'incubateur, le collectif, le cluster, c'est aujourd'hui un peu plus d'une centaine d'entreprises de la région centre à qui on essaye de bénéficier de tous les savoir-faire de la région. Donc c'est pas un club de transformateurs, artisans industriels, c'est des transformateurs, bien évidemment, mais aussi des acteurs de l'amont, de l'agriculture, des équipementiers, donc des fabricants d'emballage, des fabricants de machines, des logisticiens, des distributeurs qui ont tous en commun d'avoir une spécialité dans l'alimentaire, parce qu'on part du principe que l'ancien nouveau produit alimentaire, c'est pas juste une idée, une recette, mais il faut une matière, il faut un emballage, il faut la machine pour le transformer. Et donc c'est tous ces maillons qui permettent au bout du compte de passer de l'idée à la réalité du produit. Donc voilà, il y a différents formats de rencontres, j'y reviendrai plus tard. Et puis au-delà des rencontres, c'est la volonté de concrétiser un certain nombre d'aspects, donc des projets à l'intérieur d'une entreprise ou des projets entre des entreprises, que ce soit des projets collaboratifs où chacun vient avec son savoir-faire. J'ai un fabricant de machines, un fabricant d'emballage, un fabricant d'aliments, pour débloquer une situation où les projets collectifs dans plusieurs entreprises ont la même difficulté. Voilà. Que mangerons-nous demain? Alors moi, c'était pour dire que l'avenir de l'alimentation, c'est une préoccupation que l'on a aussi. Et parce que ce matin, vous êtes réunis, voilà, je sais pas, on est peut-être une soixantaine ce matin, pour réfléchir ensemble à l'avenir de l'alimentation. Moi, c'était pour vous dire que c'est des choses que l'on fait aussi avec les membres de Food Val de Loire. Tous les 2-3 mois, on se réunit comme ça sur une matinée, voilà, autour de témoignages, d'expertise. Il y a un côté, aujourd'hui, on parle de Living Lab, où il y a un côté expérientiel, où on essaye de tester, de faire tester, alors des nouveaux emballages, des nouvelles
machines. Et puis, parce qu'on pense que parler d'alimentation c'est bien, mais manger c'est mieux, il y a aussi ce qu'on appelle un buffet d'application où on mange ces nouveaux produits. Ce qui a l'avantage pour certains, on parle de l'alimentation des personnes âgées dans les établissements adaptés. Beaucoup de gens, sachant, parlent du mixeur reconstitué, mais on n'a pas tous eu l'occasion d'en manger. Et bien là, tout le monde en a mangé. Quand on parle de l'arrivée des insectes en alimentation humaine, et bien tout le monde a mangé des insectes. Alors, ça peut être sur des choses moins extrêmes. Je ne vais pas détailler toutes ces réunions, mais c'est pour illustrer que derrière la question de que mangerons-nous demain, il y a un certain nombre de sous-questions. Donc là, j'ai repris les dernières thématiques que l'on a eues au cours des 2 dernières années. Voilà, aujourd'hui, quand on parle d'innovation alimentaire, il y a de nouveaux lieux, de nouveaux formats d'innovation. On avait parlé entre autres là du rôle de l'impression 3D pour prototyper des nouveaux emballages, des nouveaux aliments en termes de forme, comment on prend en main, mais aussi comment maintenant on peut personnaliser les aliments en écrivant dessus, avec des imprimantes aux encres alimentaires, ou comment on peut fabriquer des objets alimentaires, un biscuit, un chocolat, des choses plus complexes, en gélatine ou autre, avec l'impression 3D, et puis comment on fait une innovation qui est avant, on se cachait pour innover dans des labos R&D, enfin, il y a double tour au sous-sol. Aujourd'hui, on fait une innovation ouverte, où on partage ses idées, ses réflexions à plusieurs, les grands avec les petits. Donc voilà, il y a de nouvelles façons de penser l'avenir de l'alimentation. On s'est interrogé au côté sensoriel, parce que l'alimentation, on pense toujours au goût, mais il y a beaucoup d'autres sens qui sont mis en jeu dans l'alimentation. Donc voilà, est-ce qu'on peut mobiliser plusieurs sens et quels sens on peut mobiliser au travers de l'alimentation avec un certain nombre de plateformes ou de prestataires qui sont là pour accompagner les entreprises à définir une signature sensorielle et la façon de réaliser ça. À Saint-Aignan, l'été dernier, on s'était intéressé à la question de comment valoriser autrement le potentiel végétal. On a parfois tendance à regarder une fraise ou un poireau juste comme un fruit, un légume, mais pas forcément par rapport à sa composition nutritionnelle ou autre. Et finalement, derrière tous les fruits, les légumes, il y a des molécules d'intérêt, il y a des arômes, il y a des colorants, il y a des antioxydants, il y a des protéines végétales. Et donc, on s'est intéressé à cette question-là. Voilà, est-ce qu'on est producteur de légumes ou est-ce qu'on est producteur d'antioxydants ou de protéines végétales? C'était ça la question qui nous animait. Bizarrement, en région centre, on pense toujours au fromage et au vin, mais on a beaucoup d'entreprises qui gravitent autour d'un exotisme alimentaire, mais la question c'est de savoir est-ce que l'exotisme alimentaire qui permet de changer le quotidien de l'alimentation, est-ce que le côté exotique ça vient d'une matière première exotique, est-ce que ça vient d'une recette, même si la matière première est locale, est-ce que c'est plus une question de marketing, ça peut être des matières d'ici, transformées ici, mais parce que la pub dit que c'est exotique, ou que c'est fait comme là-bas. Donc voilà, on a essayé de décrypter la thématique exotique. On entend beaucoup parler de silver economy, c'est l'adaptation de l'économie dans son ensemble au vieillissement de la population française. On s'intéressait nous à la silver food, comment l'alimentation doit s'adapter au vieillissement de la population, que ce soit au travers de l'aliment, de par sa composition, de par sa texture, mais aussi comment les emballages doivent s'adapter, une prise en main facile, une ouverture facile, et comment les arts de la table doivent s'adapter aussi. Donc toujours tout ça au travers d'exemples concrets d'entreprises régionales.